bonjour. Deux sujets au cœur de nos discussions de ce vendredi 22 mai 2020. Nous parlerons dans un premier temps des élections communales et de leurs implications, puis de la polémique qu'il y a autour des chiffres de la COVID-19 au Bénin. Dans ce studio, je suis avec mes éternels et mes invités qu'on ne présente plus, Arnaud Douman et Yves Dakouli. Chers invités, bonjour et bienvenue. Bonjour. D'entrée, nous parlerons des élections communales et municipales. 5 au départ, 3 ont pu franchir le seuil de 10% en validant des sièges. Yves, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le système partisan, sinon la réforme du système partisan est en marche? Oui, là, on peut le dire assurément. Si nous sommes faits quand on parle de ce que nous avions par le passé, ou quand on va aux élections, on a quand même une multitude de formations politiques qui n'étaient pas forcément représentatives sur l'ensemble du pays. On a quand même aujourd'hui de grandes formations politiques qui ont emprise sur le terrain, qui sont représentées dans toutes les circonscriptions électorales et qui arrivent à organiser des bases pour aller aux élections. Sur ce plan-là, assurément, le système partisan est en marche. À nous, cependant, il y a des partis qui ont mouillé le maillot dans les fiefs traditionnels, mais pourtant qui n'ont pas validé de siège. Est-ce que ce n'est pas des points négatifs pour le système partisan, sinon la réforme du système partisan? Moi, je ne dirais pas des points négatifs, je dis plutôt que nous avons des partis qui ont surpris lors de ces élections communales, le Parti du Renouveau démocratique de PRD et le Parti Force Cori.Bénin émergent, quoi qu'on dise, parce que ces partis n'étaient pas partis à ces élections-là pour, en tout cas, bien se comporter. Mais vous avez constaté que LCBE s'en est sorti avec près de 14% des suffrages et le PRD, qui n'a pas également démérité, avec environ 6% des suffrages. Parce que justement, ces partis ont subi de beaucoup de démissions. Vous voyez, ces partis ont été fragilisés. Déjà, beaucoup ont démissionné. Le PRD, les députés, des conseillers, le FCBE. Beaucoup de démissions, ils ont laissé beaucoup de démissions parce que justement, ils n'étaient pas autorisés à aller lors des élections législatives. Et pour leur suivi politique, certains acteurs ont choisi donc le chemin de la facilité. Ils ont rejoint les blocs BR et UP. Donc je dis qu'il faut quand même saluer la performance de ces acteurs-là. Et vous constatez donc qu'en dehors des deux partis, des deux grands partis, disons, sous de la mouvance, je dirais, les autres ont pu s'arracher au moins environ plus de 20% des suffrages exprimés. Je dis que ce n'est pas rien et qu'il faut savoir compter avec eux. Il faut savoir compter avec eux, mais au-delà du PRD et des FCBE, il y a aussi l'UDBN qui est allé aux élections, mais qui s'en est sorti avec environ 2%. Est-ce que finalement, les dames n'ont pas lâché la présidente Claudine Présidentielle? Non, est-ce qu'on peut dire que les dames ont lâché l'élection au Bénin n'a jamais fonctionné sur le genre, parce que nous avons connu par le passé des candidatures féminines. Si ça ne tenait qu'aux gens, on aurait peut-être eu depuis longtemps une femme présidente de la République. Je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Je crois que Claudine a fait Prudentiaux. Sa base, jusqu'à ce qu'elle ait 2%, je crois que sa base lui est quand même restée fidèle. Les dames qui ont toujours évolué avec elle sont restées dans la ligne. Ce qui n'a pas marché, c'est que le parti, je le pense fortement, n'a pas été ou n'est pas encore prêt à prendre en prise sur le terrain dans les normes telles que l'exige la réforme du système partisan. J'ai comme l'impression que le parti a eu du mal à se déployer véritablement et à conquérir des électeurs, alors là, les vrais. C'est un peu ce qui s'est passé. Je crois que c'est avec le travail et beaucoup d'abnégation qu'il peut y parvenir. Déjà, c'est ce que je peux dire. Et le score que l'UDBN a fait, c'est à saluer aussi, parce que ça n'était pas donné au départ aussi dans l'environnement politique qui est le nôtre.
À nous, FCBE a fait forte impression à Parakou devant Adambi, Gbedamassi, Toko, sous les Alagbé, l'ancien maire Surajou. Mais FCBE est arrivé à s'imposer. Même devant Nagoye, le ministre Kakouabopa, FCBE a pu tirer quand même son épingle du jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de dire que les partis qui soutiennent le chef de l'État ont des difficultés dans certaines régions qui demeurent toujours dans le bassin de Kori? Oui, je pense qu'il faut d'abord dire, surtout la performance des FCBE dans le Nord, il faut d'abord dire que les gens ont sans doute certainement encore voté Yahi. Parce que vous savez que Yahi est demeuré un leader charismatique. Et on n'a pas eu une démobilisation après juste sa déclaration de démission sur Facebook, qui n'est pas allé plus loin que Cotonou et environ. Donc on peut dire que quelque part l'effet Yahi a encore pesé dans le cadre de ces élections communales dans le département du Nord. Mais je dis en ce qui concerne les acteurs dont vous parlez, parce qu'ils ont été tous les maires, quand vous prenez Adambi, quand vous prenez Belamassi, Toko, maire, je dis au-delà de ces personnalités-là qui ont quand même été des leaders de cette commune-là, mais regardez un peu. Ça va au-delà de ces personnalités. C'est la question même de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui est touchée. Parce que vous savez, on dit au Nord, par exemple, qu'il y a l'asphaltage, quand on prend Parakou notamment, asphaltage qui est déployé, les routes qui sont pavées, donc goudronnées. Et vous prenez également la question du coton, où le Bénin a fait des percées en matière de production cotonnière. Et beaucoup plus c'est au Nord qu'il y a eu cette production cotonnière-là. On estime donc que les paysans, donc sous le régime Patrice Talon, vivent mieux et qu'ils ont donc les ressources qu'il faut et que ceux qui font le coton désormais sont bien célébrés. On dit également que la question de l'accès à l'eau potable et que le gouvernement a réalisé beaucoup de choses dans ce domaine également. Donc il y a beaucoup de percées. Mais malgré ça, est-ce que les populations se sont comportées par rapport à cela quand on sait que le programme d'action du gouvernement a été quand même la thématique essentielle sur laquelle les partis soutenant le régime comme le BRD et l'Union progressiste ont battu campagne. Donc véritablement, il dit qu'au-delà de ces acteurs, c'est cette problématique-là aujourd'hui qui reste à monnaie, à comprendre. Ouais, pour dire, mais malgré tous les efforts, malgré toutes les actions, qu'est-ce que les Béninois ont voté? Qu'est-ce que les Béninois ont voté? Et ça devait donner matière à réfléchir au régime pour savoir mais quel est ce électorat-là que nous avons, qu'on a du mal à saisir, qu'on a du mal à comprendre. Donc, au-delà de ces personnalités qui peut-être n'ont pas démérité, au-delà de ça, je te dis, c'est le programme d'action du gouvernement bien élaboré, en tout cas mis en œuvre dans ces localités-là, qu'on estime déjà que les populations vivent mieux, que se portent mieux davantage. C'est la question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui. Yves, FCBE, dans la région du plateau, à Koubert précisément, et dans le Mono, a fait aussi fort. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que FCBE est en train de renaître de ce centre malgré la démission de ces grosses cylindrées? Je le disais ici, il y a de là quelques semaines que les FCBE, s'ils se prennent en charge, peuvent encore contrôler un certain nombre de régions et ça se voit, ça s'est vu avec le scrutin du dimanche passé. Poubert, Bopa, il faut aussi voir, il y a un aspect dont il faut tenir compte lorsqu'on veut analyser ces chiffres. Il y a ces formations politiques, notamment FCBE, où ils ont vraiment écouté les leurs et positionné ce que les gens veulent vraiment. Les partis de la mouvance ont eu ce problème aussi. Il y a eu beaucoup de difficultés de mise en œuvre au niveau des partis de la mouvance. Je veux parler de l'Union progressiste et du Bloc républicain parce que on a passé tout le temps à se faire la guerre sur les positionnements. Ça a contribué, ça a ralenti ces formations-là d'aller à la conquête parce que finalement il y a des régions entières où les gens ne se sont pas véritablement retrouvés dans les positionnements. J'ai pas mal d'exemples où les positionnements ont occupé tout le temps avant campagne. Tout ça fait que les gens n'ont pas les candidats ne sont pas allés tôt sur le terrain parce que vous imaginez, on vous positionne dans une circonscription où avant de sortir d'aller voter, il faut que vous allez vous agenouiller devant certains sages pour demander pardon parce que vous-même vous sentez que en fait vous avez été propulsé là et que si vous n'avez pas et que
vous n'aviez pas la bénédiction de cela. Donc, vous êtes obligé de faire tous ces exercices-là d'abord, de voir des gens, les calmer et tout. Parce que, légitimement, on ne devait pas vous mettre là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a tous ces facteurs-là qui ont joué aussi un peu contre les partis de la mouvance. Il y a aussi le fait que les gens, dans certaines régions, n'ont véritablement pas travaillé à faire oublier le spectre Yahi. Un certain nombre d'élus se sont assis sur les acquis du programme d'action du gouvernement. Et pour eux, bon, comme les pavés passent, les routes passent, il y a de l'eau qu'on amène et tout, on reste cantonné dans les locaux et on veut que les résultats là impactent directement le vote des populations. Je crois que le contact a vraiment manqué pour qu'on explique aux gens les acquis. Et ça aussi, ça a beaucoup joué dans les chiffres qu'on a pu noter dans les régions où FCBE a fait des percées. À nous, malgré que le PRD garde encore son fief, Porto Novo et consort, il n'a pas pu avoir un siège parce qu'il n'a pas eu les 10%. Et hier, dans un communiqué, le parti condamne les députés de la 8e législature qui ont mis cette, je vais dire, discussion barrière-là dans le code électoral. Mais le PRD semble avoir oublié qu'il a contribué aussi à mettre un 10% pour les législatives dans le code électoral. Et les autres ont continué à faire un prolongement de ce qu'il avait entamé. Je ne sais pas de quoi le PRD se plaint. Je ne sais vraiment pas. Je constate plutôt que le débat des 10%, c'est un débat qui avait lieu avant. C'est un vieux débat depuis les législatives. Les gens avaient contesté. Et déjà pour les élections communales également. Mais le PRD était toujours à l'Assemblée nationale. Le PRD n'a pas été totalement absent avant les dernières législatives. Mais c'est après, à l'installation de la législature, que nous n'avons plus le parti de renouveau démocratique. Mais est-ce qu'à l'époque où on parlait de 10%, qu'est-ce que le président Mbedi avait dit? Qu'est-ce que les membres du PRD ont dit? Le président Mbedi a dit, mais j'ai décidé de faire la mouvance jusqu'au bout. J'ai décidé cette fois d'impliquer, il faut faire l'opposition. Donc je ne sais pas de quoi le PRD se plaint. Donc le PRD est comptable, même si je suppose que ce n'est pas sous la 7e mandature, même si sous la 8e mandature, le PRD est bien comptable des lois qui sont votées à la 8e législature, à partir du moment où le PRD est un soutien sans faille, comme on le dit souvent chez nous, du régime du Parti Salon. Donc je ne sais pas à quoi répond ce communiqué du Parti renouveau démocratique. Je crois que les acteurs politiques doivent être toujours plus responsables et conséquents envers eux. Et de temps en temps, écouter ce que dit le peuple. Oui, c'est ça que nous avons eu dans les unes, par exemple, un peu avec un FCBE fragilisé, fracassé, fragmenté, comme je dirais l'autre, estropié, descendu de son pédestal, mais et sans Yahi en plus, qui a pu quand même mettre à genoux ces partis qui se dit grand parti là, dans le septentrion beaucoup plus. Ouais, avec ces censures, avec 7 communes. Donc, oui, 7 communes avec 7 communes, je crois que c'est pas rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple n'est pas dupe. Les Béninois savent ce qu'ils font. Il faut surtout pas minimiser ce peuple-là. Il ne faut pas se dire, non, on fait de la propagande parce qu'on est aux affaires aujourd'hui, parce qu'on est de la mouvance, parce qu'on a le pouvoir en main aujourd'hui. Non, on peut tout se permettre. Je crois qu'après, chacun va y répondre. Et le PRD aujourd'hui est en train de payer les frais de son choix. Bon, il faut gérer ça en silence. Le PRD avait cautionné les 10% pour les élections législatives, et même s'il avait été élections de 2019, il ne pourrait pas être parce qu'il n'y aurait pas les 10%. Bon, ce sont des hypothèses. Aujourd'hui, il est en train d'incriminer ce que les autres ont continué par la suite. Est-ce que le PRD n'est pas en train de regretter les actes qu'il a eu à poser par le passé sur la 7e législature à l'Assemblée nationale? J'ai des difficultés avec la posture du parti de renouveau démocratique PRD, parce que voilà un parti qui a été, disons, à la base de cette idée, de ce concept de 10%. Alors, moi je me pose la question de savoir, quand le parti menait ce débat, pesait-il réellement ses forces? Les bastions, les régions où le PRD faisait carton. Vous prenez dans Cotonou, si vous avez Akwakwa jusqu'à Sémé, Porto Novo et environ. C'est resté le fief traditionnel du PRD pendant longtemps. Mais est-ce que
tout ça, la prise en compte faisait déjà 10%. Je crois qu'avant de participer à ce débat, dès le début, il fallait quand même peser, voir est-ce que nous-mêmes là, si on n'arrive pas à conquérir le reste du territoire, est-ce que nous pesons 10%? N'avoir pas fait ce débat et cautionner 10% et aujourd'hui se rebiffer, moi ça me pose un souci, quoi. C'est la preuve qu'on a eu affaire à des responsables de partis qui n'ont pas été conséquents envers eux-mêmes, quoi. À nous, aujourd'hui, nous avons deux partis qui ont 16 députés, mais au moins pour aller aux élections, le BR et l'UP. Est-ce que vous voyez un candidat unique en 2021 pour la présidentielle qui pointe à l'horizon, Béné? Non, pas candidat unique, mais le problème que je pose aussi aujourd'hui, c'est que pour 2021, on aura un modèle de législatif de 2019. C'est évident, parce que vous savez qu'il faut avoir des élus. Et même si on suppose aujourd'hui que les FCBE sont toujours entre deux chaises, les FCBE n'ont pas 16 communes aujourd'hui, donc ne sont pas même seuls de conduire un candidat pour les comptes des élections, de l'élection présidentielle. Donc a priori, les seuls partis aujourd'hui qui sont à même de fournir des élus pour la présidentielle, c'est l'Union progressiste et le Bloc républicain. Donc on retourne au schéma de législature 2019. Et en 2021, on n'aura que du talon ou du talon. Est-ce que vous voyez, Yves, un des deux blocs présidentiels devenir un parti de l'opposition avant la présidentielle de 2021, ou bien on aura juste deux candidats de la mouvance pour la présidentielle, pour la première fois dans l'histoire? Non, c'est vrai que vous pouvez appeler ça deux candidats de la mouvance, ça c'est vous, mais on aura tout au moins deux candidatures venant de deux grandes formations politiques pour aller aux élections. Maintenant, quant à l'opposition, est-ce que dans le schéma actuel, comme Arnaud vient de le dire, les FCBE qui auraient pu être une force pour contrebalancer un peu ce qui se prépare là, n'auront pas, enfin à la date d'aujourd'hui, n'auront pas les parrainages qu'il faut pour y aller. Mais maintenant, d'ici à novembre, décembre et puis 2021, beaucoup de choses peuvent se passer. Vous savez, avec les acteurs politiques, il faut s'attendre à tout. Le parrainage, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais bon, ne soyez pas surpris que demain, dans notre environnement, les FCBE aient aussi leur parrainage. Le chef de l'État s'implique dans l'élection des maires. Il a donné des instructions au préfet à l'effet qu'il y ait un seul candidat par le parti majoritaire dans chaque commune pour qu'il n'y ait pas de surprises désagréables comme par le passé. Est-ce que le chef de l'État a besoin de s'impliquer pas seulement dans l'élection des maires au niveau des communes avant que les partis ne décident de qui sera maire ou quoi? Oui, je crois qu'il n'a pas cette intervention. C'est pas ce que je vais apporter. Je vais être simple pour dire que cette intervention est inopportune. On n'a pas besoin forcément de donner cette consigne-là. Les élus savent ce qu'ils ont à faire et on n'a pas également à donner des consignes particulières au préfet. C'est parce qu'on sait le rôle que ces préfets ont joué par le passé, notamment dans la déstabilisation des communes dès l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Vous savez qu'on a renversé beaucoup de maires, on a fait des trucs pas possibles pour quand même sortir des maires qui étaient régulièrement installés et avec la contribution, la bénédiction, soit des préfets parce qu'ils sont impliqués dans le processus et également parfois par le péché mignon des responsables à la décentralisation. Donc je sais l'État peut-être en donner sans consigne. C'est de quoi il parle. Mais c'est sûr, c'est lors des élections qu'on verra véritablement ce qui va se passer. Yves, au Parlement en 2019, il n'y a pas eu deux candidats à un seul poste. Il y a eu un candidat partout de haut jusqu'en bas. Est-ce qu'on est en train vers cette je dirais, caricature au niveau des communes si on sait que déjà dans plusieurs communes, il y a 3 candidats par parti déjà qui s'annoncent? Non, pourquoi est-ce que vous parlez forcément de caricature? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi il faut prendre le sujet sous cet aspect. C'est supposé que
cette consigne-là, c'est supposé que les formations politiques doivent faire un travail en leur sein, doivent pouvoir se discipliner d'abord en leur sein, porter une seule candidature avant de se retrouver sur la place publique. Ça ne sert à rien vraiment pour l'image des formations politiques que dans une même commune, comme par exemple Cotonou, où on a déjà 3. Il faudra véritablement que l'Union progressiste, par exemple, travaille en son sein pour choisir. Est-ce que vous voyez un peu, pour que on ne se retrouve pas avec plusieurs candidatures du même parti? Je crois que ça rentre dans le souci de donner l'image de discipline de groupe, pas plus. En tout cas, on vous aura compris. Nous allons passer au second sujet très rapidement. L'OMS a donné des orientations désormais au Bénin concernant les tests de dépistage du coronavirus. Et désormais, les chiffres ont baissé. Mais ce qui fait polémique, c'est que des cas déclarés positifs qui étaient sous traitement ont diminué aussi. Des cas qu'on a mis en isolement aussi ont chuté à nous. Est-ce que ça ne pose pas un problème de communication au niveau de nos autorités sanitaires au Bénin? Non, pas un problème de communication seulement, ça pose un problème de crédibilité. Parce que vous savez que le Bénin n'est pas le seul pays à faire face quand même à cette pandémie-là. Dans la sous-région, on n'a pas eu ce schéma-là, en tout cas cette nette différence entre les taux qu'on avait annoncé plus tôt et ce que nous avons comme taux aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui quand on donne les chiffres aujourd'hui. On se dit, mais non, demain, c'est possible qu'on revienne encore sur les mêmes chiffres. Vous voyez, c'est-à-dire que bon, ça ne fait pas sérieux pour un pays. Et surtout pour les tests également. Vous voyez, lorsqu'on dit que le MES ne reconnaît pas ces tests-là, la première question qui se pose, c'est la fiabilité des tests. Bon. Les cas avaient été déclarés guéris. Est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer que ces cas-là avaient vraiment été guéris si aujourd'hui les autorités même diminuent les chiffres parce que les orientations de l'OMS les y contraignent? Oui, je crois qu'il faut faire l'effort d'être assez précis pour que ceux qui nous suivent comprennent exactement de quoi il a été question. Le Bénin fait partie de ces rares pays-là qui ont fait l'option de deux formules pour les tests, les TDR, les tests de dépistage rapide et le PCR. Le PCR a l'avantage d'aller rechercher l'activité du virus, même dans le sens c'est beaucoup plus poussé. Et le TDR, c'est au bout de 3 heures, vous avez le résultat. C'est-à-dire que si le sujet a été en contact avec le virus, vous avez une idée de cela. Il peut ne pas il peut ne pas présenter les symptômes comme dans la plupart des cas que nous avons observés. Alors, lorsque vous faites ces 2 tests-là, il se fait que vous avez beaucoup de gens qui réagissent au TDR et également des gens qui réagissent au PCR. Mais le souci, c'est que ceux qui réagissent au PCR, ce sont ceux-là, c'est de ceux-là ce sont ceux-là que l'OMS prend en compte dans ses calculs. Et donc, il n'est pas revenu au Bénin de dire, bon, maintenant, nous allons décider de diminuer le nombre de cas confirmés. C'est parce que nous sommes bien obligés de nous aligner sur les orientations, sur les indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé, qui veut qu'on sorte du lot tous ceux qui ont été positifs au TDR et qu'on ne considère que ceux qui ont été testés positifs c'est seulement nous que c'est arrivé en Afrique, au Bénin, ça nous sait que c'est arrivé au Bénin. C'est ce que je disais au début. C'est l'option que nous avons faite de tester même, des tests de masse. Et c'est le TDR qui va vraiment avec les tests de masse. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, les chiffres se sont envolés. Malgré tout, les gens continuent de payer 100 000 à l'aéroport les gens pour suivre les tests rapides. Est-ce que ça ne vient pas carrément aux choses chez nous au Bénin? Je dis que c'est de la contradiction pure et simple. Il n'y a pas de mots pour le dire. Parce que vous savez que, comme vous le disiez tantôt, le Bénin n'est pas le seul pays à faire des tests de masse. Vous voyez. Et c'est le Bénin seul qui, du coup, se retrouve à baisser ses chiffres. Au-delà de ça, la question c'est, est-ce que vous décidez de faire ça, vous devez préalablement connaître les consignes de l'OMS.
Les consignes de l'EMS ne sont pas venues après coup. Et donc, fondamentalement, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Vous voyez, c'est pour ça que c'est quand même surprenant que ce soit seulement le Bénin qui se retrouve dans une situation pareille. Vous voyez, dans toute la sous-région, vous avez été plus loin pour dire sur le continent, on est les seuls. Et donc, c'est seulement au Bénin, c'est au Bénin seul qu'on a fait les tests d'hier, les tests de masse. Je ne crois pas. Vous voyez, donc fondamentalement, je dis qu'il y a un problème de communication, il y a un problème de gestion de la crise qui se pose au niveau de ceux qui sont censés aujourd'hui, en tout cas qui en sont les premiers responsables. Vous voyez, et je crois que le chef de l'État doit mettre de l'ordre dans ça. Dans certains pays, les ministres sont démissionnés. On a relevé certains de leurs postes parce qu'il y a eu mauvaise gestion. C'est pourquoi chez nous, on permet à ce que ces gens de choses arrivent. Et puis, bon, impunément, on ne dit rien à personne. Et puis, ça ne va pas dire rien à personne. Et on continue, on va la tête bercée. De toute façon, comme je l'ai souvent l'habitude de dire sur ce plateau, c'est le régime qui en répond toujours. Et qui en récoltera toujours les fruits. De toute façon, que chacun prenne des mesures pour se protéger, se laver les mains régulièrement, mettre son masque, rester à distance des autres pour éviter d'être contaminé, parce que ça va dans tous les sens dans ce pays-là. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Merci à vous aussi, chers amis, d'être venus. Et à vendredi prochain.